Décidément, ce chien a mauvaise réputation. Avec sa mâchoire puissante, certains pensent qu'il est forcément dangereux. Mais la discrimination au faciès, est-ce que c'est pas un raccourci un petit peu facile? N'est-ce pas, Christian Diaz? Oui, effectivement, Marine, si la loi dit que les chiens sont dangereux de par leur morphologie et les classe en catégories, il faut bien reconnaître que certains chiens peuvent être dangereux, soit parce qu'ils sont agressifs, soit parce qu'ils ont des comportements dangereux par leur comportement, notamment les chiens qui manquent d'autocontrôle, et indépendamment de la race ou du type. Là, le petit chien que vous voyez sur cette photo est un chien qui a mordu gravement 2 personnes, qui doit être considéré comme dangereux, bien que ne relevant pas des catégories. Agressivité, morsure, dangerosité, bienvenue dans les pointures, l'émission du Point Vétérinaire, revue de formation continue. On va décortiquer tout ça pour y voir plus clair. C'est parti. Christian Diaz, rebonjour. Bonjour Marine. Christian, vous êtes vétérinaire, spécialiste en comportement des animaux de compagnie, expert près la Cour d'appel de Toulouse et vous êtes l'auteur du dossier du mois de juin du Point Vétérinaire sur les chiens dits dangereux. Alors, qu'est-ce qu'un chien déjà dit dangereux? La définition administrative, c'est un chien de catégorie, mais vous avez aussi la définition réelle qui donne au maire des pouvoirs, c'est-à-dire tout chien susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. Donc on a une définition administrative et une définition légale. En fait, on a 2 définitions dans la loi. Parce que finalement, cette loi, elle s'est construite avec un cadre scientifique limité, voire absent. Alors finalement, pourquoi on l'applique? Et on l'applique parce que nous sommes dans un état de droit, tout simplement, et que tant qu'une loi n'est pas abrogée, elle s'applique. Et malgré ces incohérences, le vétérinaire est tenu par les termes de la loi. Fort heureusement, il n'a pas de pouvoir de police. Alors, pour cette émission, vous avez accepté de nous présenter un cas de diagnose. Expliquez-nous comment on procède, quelles sont les grandes étapes et qui ça concerne. Alors, ça concerne d'abord les chiens présumés de catégorie, puisque la diagnose va permettre de dire si un chien présente ou non les caractéristiques morphologiques de l'arrêté du 27 avril 1999. Si le chien est inscrit en livre des origines reconnu, bien, c'est l'inscription à celui généalogique qui fait foi comme chien de 2e catégorie. Mais par contre, pour les Rottweiler ou les chiens d'apparence Rottweiler ou pour les chiens qui ne sont pas inscrits en livre d'origine, notamment les pitbulls, dans ce cas-là, c'est l'arrêté du 27 avril 1999 qui détermine les mesures, les caractéristiques morphologiques qu'on appelle éléments de reconnaissance. Vous avez à côté de vous un outil précieux dans ce cadre-là, des diagnoses et des mesures. Est-ce que vous pouvez nous décrire, nous expliquer la démarche et quelles sont éventuellement les difficultés auxquelles on peut être confronté? Voilà, effectivement, l'engin, enfin, l'instrument qui permet de déterminer la catégorie, donc la dangerosité administrative d'un chien. Donc on va reconnaître au législateur quand même on va le remercier de nous avoir permis de faire ça avec un outil relativement peu coûteux. Et ensuite, les difficultés, c'est de se référer strictement à l'arrêté du 27 avril 1999, qui est un arrêté qui est incohérent, puisque si on l'applique à la lettre, le pitbull tel qu'il est défini dans l'arrêté serait un chien assimilable morphologiquement à un American Staffordshire Terrier, mais sans en présenter les caractéristiques du standard, puisque les caractéristiques qui sont dans l'annexe ne sont pas celles de l'American Staffordshire Terrier pour certaines d'entre elles. Là, vous voyez un exemple de diagnose où l'on mesure notamment le museau et le crâne, puisque le texte dit que pour le pitbull, le museau mesure environ la même longueur que le crâne. Ce qui est totalement impossible pour un American Staffordshire Terrier où en moyenne le crâne est beaucoup plus long que le museau. Donc là on a la mesure donc du museau qui va du stop jusqu'à la truffe et le crâne qui va du stop jusqu'à l'occiput. Donc là on a une exclusion en fait de catégorie. On a une exclusion. On a une exclusion sur ce critère-là. Ouais. L'autre critère d'exclusion sera par exemple que ce chien, comme il ressemble à un American Staffordshire Terrier, n'est pas un molosse, alors que le pitbull est un molosse, mais un terrier. Alors, la loi a apporté une nouvelle mesure, c'est l'évaluation comportementale. Cette évaluation, elle rentre dans quel cadre? Elle concerne quel chien? Alors, la loi de 99 a inventé les catégories. La loi de 2007 a créé l'évaluation comportementale, qui a été étendue en 2008 à d'autres catégories. Alors, ça concerne 3 types de chiens. Premier type de chien, ce sont les chiens susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques à la demande du maire. Deuxième type de chien, les chiens de première et deuxième catégorie, entre 8 et 12 mois, dans l'optique de demander le permis de détention. Et troisième chien que l'on doit évaluer, et là c'est une vraie mesure de santé publique, c'est tout chien qui a mordu une personne. Quel que soit le chien, quelle que soit la personne. Il y a vraiment un enjeu majeur de santé publique pour le vétérinaire et pour les autres acteurs d'ailleurs. Il y a un enjeu de santé publique puisque les études anglo-saxonnes notamment ont démontré que des morsures graves étaient généralement précédées par des morsures moins graves, notamment dans le cadre des morsures les plus courantes qui sont celles qui ont lieu dans le cercle de la famille. Alors, dans le dossier du Point Vétérinaire de juin, vous nous présentez des tableaux pour nous donner des conseils sur la réalisation de cette évaluation comportementale. Quels sont les points de vigilance pour le vétérinaire? Quelles sont les grandes lignes de cette évaluation? Point de vigilance, c'est d'abord
tenir compte des modalités de garde. Il ne suffit pas d'examiner le chien dans la clinique pour dire il est gentil, il n'est pas gentil, ou il est méchant ou il n'est pas méchant, ce qui sont des critères qui ne veulent rien dire. Mais il faut tenir compte des modalités de garde. Parce que en fait, l'environnement autour de l'animal et des propriétaires. Le risque comporte deux composantes qui sont la gravité et la probabilité. Or, la probabilité de réalisation du risque est extrêmement fonction des modalités de garde. Ensuite, on va faire une consultation. Alors, c'est une consultation vétérinaire, donc c'est réservé aux vétérinaires, là j'insiste bien. Seuls les vétérinaires peuvent faire des évaluations comportementales. Et on va examiner le chien, voir s'il n'a pas des maladies qui peuvent expliquer l'agressivité, notamment la pseudosiège chez la chienne, qui est un cas classique. Parfois, c'est le seul signe, l'agressivité. Et puis ensuite, on va, après cet examen clinique, faire des mises en situation. Ces mises en situation, elles vont tenir compte du contexte. Et puis, attention, ces mises en situation ne doivent pas mettre en danger les personnes ou les animaux et ne doivent pas non plus porter atteinte à la bientraitance de l'animal. Le but, c'est pas de chercher jusqu'où on peut aller sans se faire mordre, c'est de voir quel est le danger représenté par le chien dans les conditions de sa garde habituelle. Finalement, le vétérinaire qui réalise cette analyse endosse le rôle d'un enquêteur. Jusqu'où il va dans cette enquête? Quelles précautions il doit prendre? Alors, le vétérinaire doit d'abord certifier ce qu'il a lui-même vérifié. Sinon, il faut bien préciser que c'est au dire du détenteur. Et quand on a une évaluation suite à morsure, il est important de se renseigner sur les circonstances et la gravité de la morsure. C'est pour cela que, personnellement, j'essaye dans la mesure du possible de prendre contact avec ou les autorités lorsqu'il y a des morsures, ou les victimes même, parce qu'on a malheureusement souvent tendance, quand on est propriétaire de chien qui a mordu, à minimiser les faits lorsqu'on veut conserver son chien. Et là, le certificat médical va parfois contredire les déclarations du détenteur. Donc toujours s'assurer de la véracité des faits. Est-ce qu'il y a des points où il doit être vigilant, ou sur la confidentialité, sur d'autres mesures? Sur la confidentialité, donc le fait de transmettre le rapport au maire et au fichier national est une levée légale du secret professionnel. Par contre, je suis extrêmement prudent pour ce qui est des photographies qui sont dans les rapports. J'évite que les visages soient reconnaissables ou que les personnes soient reconnaissables par un signe distinctif, par exemple. Et ça sera ma dernière question. Comment, finalement, on garde la bonne distance avec le chien et avec les autres acteurs aussi? Quel est le rôle du vétérinaire, jusqu'où il va? Le rôle du vétérinaire, c'est un rôle de santé publique. Notamment, le vétérinaire, il a l'obligation, lorsqu'il voit un chien mordeur, de déclarer la morsure à la mairie. Et ça, c'est une vraie mesure de santé publique. Cette déclaration de morsure va déclencher l'évaluation et doit aussi informer le détenteur du chien que l'évaluation est obligatoire. Alors, théoriquement, dans les 15 jours qui suivent la morsure, qu'il y ait des limites de surveillance, mais bien souvent, ça dépasse. On n'a pas de pouvoir de police, on ne peut rien imposer. Par contre, on peut proposer et on est quand même des garants de la santé publique. Et là, c'est très important. Merci Christian Diaz pour ces éclaircissements. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez approfondir la lecture dans le numéro de juin du Point Vétérinaire. Et n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux et également sur le site lepointvétérinaire.fr. Merci à vous.